Au pied d'un volcan en colère, un scientifique obstiné refuse d'abandonner son poste, choisissant la science plutôt que la sécurité. Alors que tous fuient, il reste pour écouter le cœur de la montagne. Son sacrifice permettra de sauver des milliers de vies d'un danger que personne n'avait anticipé. Mais la plus grande découverte de sa vie viendra après la fureur, cachée dans le silence des données sismiques. Un message, une transmission mathématique venue des profondeurs de la Terre. Si vous aimez les histoires de science, de courage et de mystère cosmique, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le docteur Harris Thorne entretenait une relation intime, presque liturgique, avec le mont Karimov. Pour les habitants de Valombre, la petite ville nichée dans son ombre protectrice, le volcan était un géant endormi, une carte postale majestueuse et inoffensive dont la dernière colère remontait à des récits de grands-parents. Pour Harris, c'était une créature vivante, une bête complexe qui respirait, tremblait et rêvait dans un langage que lui seul s'efforçait de comprendre. Depuis 30 ans, il vivait et travaillait dans son observatoire, une coupole de béton et de verre accrochée au flanc de la montagne comme un parasite tenace. C'était son royaume, un sanctuaire rempli de sismographes dont les aiguilles à encre frémissante traçaient l'électrocardiogramme de la Terre sur des rouleaux de papier sans fin, de spectromètres de gaz qui analysaient l'haleine sulfureuse du volcan avec une précision moléculaire, et de tiltmètres GPS qui mesurissaient son gonflement et son dégonflement au millimètre près. Harris ne se contentait pas de lire des données, il écoutait les murmures. Il connaissait chaque soupir de la montagne, chaque frémissement, chaque changement d'humeur. Cette obsession, cette communion quasi mystique, lui avait valu une réputation d'excentrique, un gardien de volcan un peu fou, déconnecté du monde moderne de la géophysique. Ses jeunes collègues du Centre national, basés à des centaines de kilomètres de là, se fiaient à leurs supercalculateurs, à leurs modèles informatiques sophistiqués qui ingéraient des milliers de points de données pour prédire l'avenir. Harris, lui, se fiait à son expérience, à son intuition, à cette connexion viscérale qu'il avait tissée avec le Karimov. Ces derniers mois, les murmures s'étaient intensifiés. La montagne, dormante depuis plus de 2 siècles, montrait des signes de réveil subtils mais indubitables. Une augmentation lente mais constante de la sismicité de basse fréquence, un trémor harmonique que seul son équipement de proximité pouvait clairement distinguer du bruit de fond. Une légère modification dans le ratio des gaz s'échappant des fumerolles, avec une augmentation notable du dioxyde de soufre, signature d'un magma frais montant des profondeurs. Un gonflement infime mais constant du dôme, 1 mm par mois, puis par semaine. Les modèles informatiques du Centre national, alimentés par des données satellitaires moins précises, prédisaient une activité mineure, une petite éruption phréatique, une purge de vapeur sans grande conséquence. Les probabilités d'une éruption magmatique majeure sont inférieures à 5%, lui avait assuré son jeune supérieur, le docteur Renaud, lors de leur dernière visioconférence, avec une pointe de condescendance dans la voix. Mais Harris sentait autre chose. Il sentait une tension, une accumulation d'énergie colossale dans la chambre magmatique, à plusieurs kilomètres sous ses pieds. Il envoya des rapports de plus en plus insistants, des emails remplis de graphiques et d'annotations passionnées, plaidant pour une mise en alerte maximale et une préparation à une évacuation à grande échelle de Valombre. Ces avertissements furent accueillis avec un scepticisme poli. On le remercia pour sa vigilance légendaire, mais on lui rappela gentiment que les modèles, qui prenaient en compte des milliers de variables, ne soutenaient pas ses conclusions alarmistes. Il était le vieil homme qui criait au loup, un Cassandre de la géologie dont l'intuition était jugée moins fiable qu'une ligne de code. Puis, une semaine plus tard, un mardi matin, la montagne se mit en colère. Une série de tremblements de terre plus forts, de magnitude 3 puis 4, secoua la région, faisant tomber des livres des étagères à Valombre et fissurant quelques vieux murs. Une colonne de cendres et de vapeur s'éleva à plusieurs kilomètres dans le ciel, un panache gris et menaçant visible de loin. La panique s'empara des autorités. L'éruption avait commencé, bien plus tôt et bien plus violemment que les modèles ne l'avaient jamais envisagé. L'ordre d'évacuation de Valombre fut donné dans la précipitation et le chaos. Les habitants, surpris, quittèrent leur maison en n'emportant que le strict nécessaire, formant de longues colonnes de voitures sur la seule route qui quittait la vallée en direction du nord, la direction jugée la plus sûre par les modèles. Harris, depuis son observatoire, observait la scène avec un sentiment de tristesse et de justification amère. Il avait eu raison. Mais ce n'était pas le moment de triompher. Son travail, son véritable travail, ne faisait que commencer. Il savait, avec une certitude terrifiante, que ce n'était que le premier acte. Le pire était à venir. L'ordre d'évacuation, transmis par une radio crépitante, le concernait aussi. Une voix officielle et sans âme, celle d'un fonctionnaire de la sécurité civile, lui ordonna de quitter immédiatement l'observatoire et de rejoindre la zone de sécurité désignée, à 20 km au nord. C'était la procédure standard, inscrite en lettres capitales dans tous les manuels de gestion de crise. Quand un volcan entre en éruption, on ne laisse personne sur ses flancs. C'est un suicide.
Mais pour Harris, partir était impensable. C'était comme pour un médecin d'abandonner son patient au moment où le cœur de ce dernier commence à faiblir. C'est maintenant que le volcan allait révéler ses secrets les plus profonds, c'est maintenant que chaque donnée était d'une valeur inestimable, et il devait être là pour les écouter, pour les enregistrer, pour les comprendre. Il refusa. Sa réponse fut un non calme mais inflexible, qui fut accueilli par un silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. L'opérateur, déconcerté, lui rappela les risques, les ordres, la loi. Harris coupa la communication. Il savait ce qui allait suivre. 1 heure plus tard, un véhicule de la gendarmerie, un 4x4 robuste, monta péniblement la route sinueuse menant à l'observatoire, ses gyrophares bleus une insulte visuelle dans la majesté grise du paysage cendré. 2 gendarmes en sortirent, le visage fermé, leur mission claire. Ils avaient pour ordre de l'évacuer, de force si nécessaire. Une longue et âpre discussion s'ensuivit sur le seuil de l'observatoire. Harris leur expliqua que les données qu'ils pourraient collecter dans les prochaines heures seraient cruciales pour prédire la suite de l'éruption, pour assurer la sécurité à long terme de la région. Cet observatoire est le point d'écoute le plus proche et le plus important, plaida-t-il. Partir maintenant, c'est devenir aveugle et sourd au moment le plus dangereux. Les modèles sont inutiles s'ils ne sont pas alimentés par des données précises en temps réel. Le chef des gendarmes, un homme pragmatique et respectueux de la chaîne de commandement, secoua la tête. « Docteur, ce sont les ordres. Nous comprenons votre dévouement, mais nous ne pouvons pas vous laisser ici. C'est trop dangereux. Si la situation dégénère, nous ne pourrons pas venir vous chercher. » Voyant qu'il ne pourrait pas les convaincre par la raison, Harris utilisa la ruse. Il prétendit accepter, demandant quelques minutes pour sécuriser ses instruments les plus sensibles et récupérer quelques disques durs avant de partir. Les gendarmes, soulagés d'éviter une confrontation physique avec un scientifique de renommée, même s'il était considéré comme excentrique, acceptèrent. Harris entra dans la salle des serveurs. Avec une rapidité surprenante, il actionna le système de verrouillage d'urgence de l'observatoire, une série de lourds volets en acier et de portes blindées conçues pour protéger le matériel en cas de danger extrême. Les portes se refermèrent avec un bruit sourd et définitif, les verrous s'enclenchant avec des claquements métalliques. Il était maintenant enfermé à l'intérieur de sa propre forteresse de béton. Les gendarmes, furieux et incrédules, tambourinèrent à la porte blindée, le menaçant de poursuites pour obstruction aux mesures de sécurité. Il les ignora, le bruit de leurs poings impuissants à peine audible à travers l'acier. Ils finirent par repartir, laissant le scientifique fou seul face à la fureur de la montagne. Il était seul. Complètement seul. Il se tourna vers ses écrans, un sentiment de calme étrange l'envahissant. Il était libéré des distractions du monde bureaucratique. Il pouvait enfin se concentrer sur l'essentiel, le dialogue intime et dangereux avec le Karimov. La première grande phase éruptive commença quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit. Ce fut un spectacle d'une violence et d'une beauté terrifiantes. Un rugissement assourdissant, plus puissant que 1000 avions à réaction, fit trembler l'observatoire jusqu'à ses fondations, faisant tomber des livres et des instruments des étagères. Une colonne de cendres noires et de gaz surchauffé monta à plus de 15 km dans le ciel, obscurcissant la lune et les étoiles et plongeant le monde dans un crépuscule apocalyptique. Des éclairs volcaniques, des décharges électriques générées par la friction des particules de cendres, zébraient le nuage noir dans un spectacle pyrotechnique silencieux et mortel. Puis, les coulées pyroclastiques commencèrent, des avalanches de gaz, de cendres et de roches incandescentes dévalant les pentes du volcan à des centaines de kilomètres à l'heure, anéantissant toute forme de vie sur leur passage. L'une d'elles passa à moins d'1 kilomètre de l'observatoire, et Harris sentit la chaleur intense à travers les murs de béton et le verre blindé des fenêtres. Il n'avait pas peur. Il était fasciné. Il était un homme de science assistant à la naissance d'un nouveau monde, au plus près de la puissance créatrice et destructrice de la planète. Il était exactement là où il devait être, le seul gardien de la montagne en colère. L'observatoire, bien que secoué et couvert d'une épaisse couche de cendres, tenait bon, un îlot de technologie et de raison au milieu de la fureur primale. À l'intérieur, c'était une oasis de calme relatif, seulement troublée par le bourdonnement des générateurs de secours et les vibrations constantes du sol. Harris, fonctionnant à l'adrénaline et à la caféine, était devenu une extension de ses instruments, un neurone supplémentaire dans le cerveau électronique de l'observatoire. Il passait d'un écran à l'autre, ses yeux balayant les graphiques, les chiffres et les cartes, son esprit analysant, comparant, interprétant le flot de données qui affluait des entrailles de la montagne. La première coulée de lave, un fleuve de roches en fusion d'un rouge sombre, commença à s'écouler du cratère principal, suivant docilement la trajectoire prévue par les modèles. Elle s'engagea dans la vallée nord, la même vallée où se trouvait la ville de Valombre, maintenant vide et silencieuse. Les autorités, qui suivaient l'éruption depuis une distance de sécurité, durent ressentir un immense soulagement.
Le danger principal se dirigeait exactement là où il l'avait anticipé. L'évacuation avait été un succès. Pour eux, le pire était passé. Mais pour Harris, quelque chose clochait, une dissonance dans la symphonie de la destruction. Les données qu'il recevait ne correspondaient pas à ce scénario simple et rassurant. Les sismographes, même en excluant le bruit de l'éruption elle-même, enregistraient toujours une activité sismique intense, non pas des tremblements de terre superficiels, mais des séismes profonds, caractéristiques des mouvements de magma dans la chambre magmatique principale, à plusieurs kilomètres sous la surface. Cela signifiait que la chambre n'était pas en train de se vider de manière passive. Au contraire, elle semblait toujours sous une pression immense. Plus inquiétant encore, les tiltmètres GPS, ces instruments d'une précision diabolique qui mesurent le gonflement du volcan, montraient une anomalie flagrante. Alors que le flanc nord du volcan, d'où s'échappait la lave, commençait à se dégonfler légèrement, ce qui était normal, le flanc sud, lui, commençait à enfler. C'était un gonflement infime, quelques millimètres par heure, mais il était constant et indubitable. C'était comme un anévrisme qui se forme sur une artère, un signe que la pression cherchait une nouvelle voie de sortie. La montagne était en train de se déformer dans une direction complètement inattendue. Puis vinrent les données du spectromètre de gaz, qui analysait les fumerolles secondaires. La composition des gaz s'échappant du cratère principal changeait. La concentration en dioxyde de soufre, un indicateur de magma frais arrivant en surface, diminuait. C'était contradictoire. Si la chambre magmatique était toujours sous pression, la concentration en SO2 aurait dû rester élevée. Harris sentit une sueur froide perler sur son front. Il se leva et se dirigea vers le grand tableau blanc, commençant à y noter les faits, les reliant par des flèches, comme un détective sur une scène de crime complexe. 1. Sismicité profonde intense égale chambre magmatique active. 2. Gonflement du flanc sud égale pression se déplaçant latéralement. 3. Diminution du SO2 au sommet égale la voie de sortie principale est en train de se bloquer. La conclusion était logique, mais terrifiante. L'éruption principale n'était qu'une diversion, une soupape de sécurité. Le magma principal n'était pas en train de monter verticalement vers le cratère. Il était en train de se déplacer horizontalement, à l'intérieur de la montagne, créant une nouvelle poche de pression sur le flanc sud. Le volcan ne se vidait pas par le haut, il se préparait à exploser par le côté. C'était un scénario d'éruption latérale, un événement rare, imprévisible pour les modèles standards, mais d'une violence souvent extrême. Harris, qui avait étudié l'histoire du Karimov pendant 30 ans, se souvint d'avoir lu les descriptions d'une éruption mineure au XVIIIe siècle dans les archives d'un monastère. Les chroniques, écrites par un moine terrifié, mentionnaient des rivières de feu sortant non pas du sommet, mais du flanc sud de la montagne. Son intuition et sa connaissance historique, combinées aux données en temps réel, lui donnaient une certitude terrifiante. Une nouvelle fissure, une nouvelle bouche éruptive, allait s'ouvrir. Et elle allait s'ouvrir sur le flanc sud. Il se précipita vers la grande carte topographique en 3D qui occupait le centre de la pièce. Il traça du doigt la trajectoire la plus probable d'une coulée de lave partant du flanc sud. La ligne rouge qu'il dessina dans son esprit traversait une série de petites vallées et de plateaux avant d'eux. Son sang se glaça. Elle se dirigeait droit vers le camp de la sécurité, le grand plateau à une dizaine de kilomètres au sud du volcan où toute la population de Valombre avait été évacuée. Ils pensaient être en sécurité. Ils étaient directement sur la trajectoire du véritable danger, du second souffle du monstre. La prise de conscience fut un coup de poing dans l'estomac. Harris n'avait que quelques heures, peut-être moins, pour avertir des milliers de personnes d'un danger qu'elles ignoraient complètement, un danger que les autorités elles-mêmes ne soupçonnaient pas. Il se rua vers la console de communication. La ligne téléphonique principale était morte, probablement coupée par les tremblements de terre. L'antenne satellite sur le toit était couverte d'une épaisse couche de cendres et ne répondait plus. Il ne lui restait qu'un seul moyen de communication. Une vieille radio à ondes courtes, un équipement de secours archaïque qu'il n'avait pas utilisé depuis des années, mais qu'il entretenait avec un soin méticuleux, par principe. Il alluma l'appareil. Un grésillement angoissant emplit la pièce, un son qui semblait être la voix de l'interférence cosmique elle-même. Il saisit le micro, sa main tremblante. Il lança un appel sur la fréquence d'urgence, sa voix rauque et tendue. Ici l'observatoire du Karimov, ici l'observatoire du Karimov. Appel d'urgence. Répétez. Appel d'urgence. À toutes les unités de la sécurité civile. Me recevez-vous? Terminé. Le silence et le grésillement furent sa seule réponse. La cendre volcanique dans l'atmosphère, chargée d'électricité statique, créait un mur d'interférence quasi infranchissable. Il essaya encore et encore, changeant de fréquence, répétant son message, sa voix devenant de plus en plus désespérée. Il devait les joindre. Il imaginait les familles de Valombre, rassurées, installant des tentes dans le camp,
les enfants jouant, inconscients du fleuve de feu qui se préparait à dévaler la montagne vers eux. L'image était insoutenable. Pendant ce temps, les instruments confirmaient ses pires craintes. Le gonflement du flanc sud s'accélérait de manière exponentielle. Une série de petits séismes, des tremblements de terre de type SM, commença à se produire dans cette zone précise. C'était le bruit de la roche qui se fracturait sous la pression du magma, le son de la montagne qui se déchirait de l'intérieur. Il n'avait plus que quelques minutes, peut-être une heure au maximum. Dans un dernier effort désespéré, il se souvint d'une vieille fréquence privée, celle utilisée par les radioamateurs locaux, un petit groupe de passionnés avec qui il discutait parfois les soirs d'ennui. C'était un pari infime. Étaient-ils même en train d'écouter? Avaient-ils leur radio avec eux au camp d'évacuation? Il régla la radio sur leur fréquence. Ici Harris Thorne à l'observatoire. À tous les radioamateurs de Valombre. Est-ce que quelqu'un me reçoit? C'est une urgence vitale. Danger imminent au camp de la sécurité. Répondez s'il vous plaît. Il répéta le message, sa voix brisée par l'émotion et l'effort. Et puis, à travers le grésillement, il entendit une voix faible, à peine audible, presque noyée dans le bruit. Ici. F4. F. G. K. Jean-Pierre. Harris. C'est bien toi? On ne reçoit rien. La communication est terrible. C'était Jean-Pierre, le boulanger de Valombre, un radioamateur passionné. Jean-Pierre. Écoute-moi attentivement, cria Harris, son visage collé au micro. Le volcan va exploser sur le flanc sud. Une coulée de lave se dirige droit sur le camp. Vous devez évacuer. Tout de suite. Vers les au plateau de l'Est. Tu m'entends? Il y eut un long silence, seulement rempli par le crépitement de la radio. Puis la voix de Jean-Pierre revint, pleine de confusion. Harris, qu'est-ce que tu racontes? Les autorités disent que le danger est au nord. Tout le monde est calme ici. Les autorités, elles se trompent, hurla Harris, frappant la console de son poing. Leurs modèles sont faux. Fais-moi confiance, Jean-Pierre. Il n'y a pas de temps à perdre. Préviens le maire, les gendarmes, tout le monde. C'est une question de minutes. Il entendit des voix confuses à l'arrière-plan de la transmission de Jean-Pierre. Il semblait qu'il était au camp, probablement avec sa radio portable. Harris entendit Jean-Pierre crier à quelqu'un, répétant son avertissement avec une urgence grandissante. Puis, la communication se coupa. Harris resta là, tremblant, fixant la radio silencieuse. Avait-il réussi? Jean-Pierre l'avait-il cru? Allait-il l'écouter à temps? Il n'en savait rien. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Le destin de Valombre reposait maintenant sur la crédibilité d'un vieil homme considéré comme fou et sur la vitesse de réaction d'un boulanger radioamateur. Il se tourna vers la fenêtre qui donnait sur le sud. Il attendait. Le second souffle du monstre était imminent. Au camp de la sécurité, l'avertissement d'Harris, relayé par un Jean-Pierre paniqué et agitant sa radio portable comme un prophète de malheur, fut d'abord accueilli avec scepticisme et confusion. Les responsables de la sécurité civile, se fiant aux communications officielles qui assuraient que le danger était contenu au nord, refusèrent d'abord de croire à l'histoire d'un scientifique isolé et probablement en état de choc. Les gens, épuisés par la première évacuation, rechignaient à l'idée de devoir bouger à nouveau, de s'enfoncer plus loin dans la nuit froide sur la base d'une rumeur alarmiste. Mais Jean-Pierre, qui connaissait Harris depuis des années et qui avait un profond respect pour son expertise, insista, courant à travers le camp, frappant aux tentes, utilisant son propre talkie-walkie pour contacter d'autres radioamateurs dans le groupe. Son angoisse était si palpable, si sincère, qu'elle commença à semer le doute. Le maire de Valombre, un homme qui connaissait bien Harris et sa tendance à avoir raison contre tous, décida finalement de faire confiance à l'intuition du vieux scientifique plutôt qu'au rapport rassurant venu de loin. Il donna l'ordre de la réévacuation. Ce fut le début d'une scène de chaos indescriptible. Dans l'obscurité, seulement éclairée par les phares des voitures et des lampes de poche, des milliers de personnes se précipitèrent pour plier leurs tentes, rassembler leurs enfants et leurs biens, et remonter dans leurs véhicules. La panique créa des embouteillages monstrueux sur les pistes de terre qui menaient vers les hauts plateaux de l'Est. Les cris, les pleurs des enfants, les ordres hurlés se mêlaient aux grondements lointains du volcan. Pendant ce temps, à l'observatoire, Harris Thorne assistait, impuissant, au déclenchement de la catastrophe qu'il avait prédite. Un essaim de tremblements de terre encore plus violents secoua la montagne. Puis, avec un bruit de déchirement colossal, le flanc sud du Karimov s'ouvrit. Ce ne fut pas une explosion, mais une déchirure. Une fissure longue de près d'1 kilomètre apparut sur la pente de la montagne, et de cette blessure béante, un fleuve de lave d'une blancheur incandescente commença à s'écouler. Ce n'était pas une coulée lente et visqueuse. C'était une lave fluide, basaltique,
qui dévala la pente à une vitesse terrifiante, plus de 50 km à l'heure, un torrent de feu qui consumait tout sur son passage. Harris regardait, le cœur serré, depuis sa fenêtre d'observation. Il suivait la progression de la coulée, priant pour que les habitants de Valombre aient eu assez de temps. Il vit le fleuve de feu atteindre le plateau où, quelques minutes plus tôt, se trouvait le camp de la sécurité. La lave engloutit l'endroit dans un sifflement de vapeur et de fumée, consumant les tentes et les quelques véhicules abandonnés dans la précipitation. Si son avertissement n'avait pas été entendu, ou s'il avait été donné ne serait-ce que 30 minutes plus tard, il n'y aurait eu aucun survivant. Il continua à suivre la progression de la lave jusqu'à ce qu'elle ralentisse et s'arrête, à des kilomètres de la nouvelle position des évacués. Il s'effondra alors sur une chaise, tremblant de tout son corps, le trop-plein d'adrénaline et de tension le laissant vider de toute énergie. Il avait réussi. Il avait sauvé la ville. Il avait gagné sa course contre la lave. L'éruption secondaire, bien que spectaculaire, fut relativement courte. Après avoir vidé la poche de magma latéral, le volcan sembla s'apaiser. Les tremblements de terre cessèrent, et la colonne de cendres au-dessus du cratère principal diminua d'intensité, laissant place à un panache de vapeur plus tranquille. La fureur laissa place à un silence étrange et pesant. Le paysage autour de l'observatoire avait été radicalement transformé. Tout était recouvert d'une épaisse couche de cendres grises, donnant au monde l'apparence d'une photographie en noir et blanc. Une nouvelle cicatrice noire, la coulée de lave solidifiée, barrait le flanc sud de la montagne. Harris passa les 2 jours suivants dans un état de quasi-hébétude, nettoyant ses instruments, dormant par intermittence et mangeant ses réserves de conserve. Il était coupé du monde, mais il n'était plus inquiet. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Les équipes de secours arrivèrent le 3e jour. Un hélicoptère de la sécurité civile se posa dans un tourbillon de cendres près de l'observatoire. L'équipe qui en descendit le regarda comme s'il était un fantôme. Son nom était sur toutes les lèvres. Il était le héros du Karimov, le scientifique têtu qui, en désobéissant aux ordres, avait sauvé plus de 2000 personnes d'une mort certaine. Son histoire, relayée par un Jean-Pierre devenu une célébrité locale, avait fait la une des journaux nationaux. Il fut évacué et emmené dans un centre de commandement où il fut accueilli par des applaudissements et des larmes de gratitude de la part des habitants de Valombre. Le maire le serra dans ses bras. Même les responsables qu'il avait traités de fous vinrent lui serrer la main, leur visage mêlé de honte et d'admiration. Harris, un homme peu habitué à l'attention, était mal à l'aise face à cette adulation soudaine. Il répondit aux questions des journalistes et des officiels avec sa franchise habituelle, expliquant simplement les données qu'il avait observées. Mais après quelques jours de ce traitement de héros, il n'eut qu'une seule requête, retourner à son observatoire. Il expliqua que le volcan était peut-être calmé, mais qu'il n'était pas endormi, et que la surveillance devait continuer. De plus, il avait une tâche immense qui l'attendait, archiver et analyser les téraoctets de données sismiques enregistrées avant et pendant l'éruption. C'était une mine d'or scientifique, une opportunité unique de comprendre le comportement d'un volcan de l'intérieur. On accéda à sa demande. Il fut ramené à son sanctuaire de béton, cette fois avec des provisions fraîches et des systèmes de communication restaurés. Le silence, après l'agitation de la civilisation, fut un baume pour son esprit fatigué. Il se remit au travail, non plus dans l'urgence de la crise, mais avec la patience méticuleuse du chercheur. Il commença par la tâche la plus fastidieuse, classer et formater les enregistrements des sismographes. Des jours et des jours de données, des lignes tremblantes sur des graphiques virtuels. Il se concentra sur la période précédant la première éruption, la période des murmures que lui seul avait pris au sérieux. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était que du bruit, le chaos aléatoire d'une terre en mouvement. Mais Harris avait appris à écouter ce bruit, à y chercher des motifs. Et il allait y trouver quelque chose de bien plus étrange et de bien plus profond qu'une simple éruption volcanique. Le travail d'archivage était long et méditatif. Harris passait ses journées devant ses écrans, visualisant les données sismiques, les fameux sismogrammes. C'étaient des lignes ondulantes, des graphiques complexes qui représentaient les vibrations du sol captées par ses instruments. Il se concentra sur les semaines précédant l'éruption, la période où les murmures de la montagne avaient commencé à s'intensifier. Pour un œil non averti, les sismogrammes de cette période ressemblaient à un bruit de fond chaotique, une série de petits tremblements de terre, de microséismes, sans ordre ni logique apparent. C'est pourquoi les modèles informatiques standards n'avaient rien prédit d'alarmant. Mais Harris, avec son expérience, cherchait des motifs plus subtils. Il commença par faire une analyse de Fourier sur les données, une technique mathématique qui permet de décomposer un signal complexe en ses fréquences fondamentales. Il s'attendait à voir un spectre large et diffus, typique d'un bruit aléatoire. Mais ce qu'il vit sur son écran le laissa perplexe. Au lieu d'un spectre diffus, il y avait des pics clairs et nets, des harmoniques bien définies, comme si la montagne ne tremblait pas au hasard,
mais vibrait à des fréquences spécifiques, comme la corde d'un instrument de musique. Intrigué, il décida de creuser plus loin. Il isola les événements sismiques les plus importants, les petits pops qui se détachaient du bruit de fond. Il mesura avec une extrême précision l'intervalle de temps entre chaque événement. Au début, les chiffres semblaient aléatoires, 2,71 secondes, 3,14 secondes, 5,23 secondes. Puis, il eut une intuition. Il commença à regarder non pas les intervalles eux-mêmes, mais les rapports entre eux. Il divisa un intervalle par le précédent. Les résultats étaient troublants. Il obtenait souvent des valeurs très proches de 1618. Le nombre d'or, la divine proportion, ce rapport mathématique que l'on retrouve partout dans la nature, dans les spirales des galaxies comme dans les pétales d'une fleur. C'était une coïncidence, se dit-il. Une simple anomalie statistique. Mais il continua. Il examina ensuite les magnitudes des microséismes. Il les classa, les normalisa et les arrangea en une séquence. Il regarda la séquence de chiffres, et son cœur manqua un battement. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. C'était la séquence des nombres premiers. Incontestable. Le volcan ne se contentait pas de trembler. Il comptait. Une sueur froide coula le long de son dos. C'était impossible. C'était de la folie. Il devait y avoir une explication naturelle, un phénomène géologique inconnu qui produisait ces motifs mathématiques. Il passa les jours suivants à essayer de réfuter sa propre découverte. Il lança toutes les analyses statistiques possibles. Il chercha des précédents dans la littérature scientifique. Il ne trouva rien. Le phénomène était unique. Et plus il analysait, plus le motif devenait complexe et indéniable. Il découvrit des séquences qui correspondaient aux premiers chiffres de pi. Il trouva des relations basées sur la suite de Fibonacci. C'était une structure mathématique d'une complexité et d'une élégance incroyables, cachée dans le bruit sismique d'un volcan. C'était un code. Un signal. Une transmission. L'idée était si monstrueuse, si contraire à tout ce qu'il avait appris, qu'elle le terrifiait. D'où pouvait venir un tel signal? La seule source possible était les profondeurs de la Terre, la chambre magmatique elle-même, ou peut-être même plus bas. Était-ce une forme d'intelligence? Une intelligence non humaine, une conscience planétaire qui communiquait par le langage universel des mathématiques? Ou était-ce autre chose, quelque chose d'encore plus étrange? Il se sentit submergé par l'ampleur de sa découverte. Il avait passé sa vie à écouter la Terre, et il avait toujours cru qu'elle ne parlait que le langage de la physique et de la chimie. Mais il avait eu tort. Elle parlait aussi le langage de l'intelligence. Il était le seul à avoir entendu. Le seul à avoir compris. Il avait sauvé Valombre d'une catastrophe de feu et de roches. Mais il avait maintenant entre les mains une connaissance bien plus explosive, une connaissance qui pouvait changer à jamais la perception que l'humanité avait de sa propre planète et de sa propre solitude dans l'univers. La découverte du code sismique plongea Harris dans un état d'isolement encore plus profond que celui qu'il avait connu pendant l'éruption. À l'époque, il était seul physiquement, mais il était connecté au monde par une mission claire, sauver des vies. Maintenant, il était seul avec une connaissance si monumentale, si révolutionnaire, qu'il ne savait pas à qui la confier. Comment annoncer au monde que leur planète n'était pas une simple boule de roche inerte, mais qu'elle abritait peut-être une forme de conscience, une intelligence qui communiquait par les mathématiques? On le prendrait pour un fou. Son héroïsme récent serait oublié, remplacé par l'image d'un vieux scientifique qui avait finalement perdu la raison sous la pression. Il passa des semaines à vérifier et à revérifier ses données, cherchant la moindre faille dans son raisonnement, espérant presque trouver une erreur qui le ramènerait à une réalité plus simple et plus confortable. Mais le signal était là, indéniable, gravé dans les enregistrements sismiques. Le motif était trop complexe, trop persistant, trop parfait pour être le fruit du hasard. C'était une transmission. Il commença à rédiger un article scientifique, le plus important de sa vie. Il y décrivit sa méthodologie avec une rigueur et une prudence extrêmes, présentant les données brutes, les analyses statistiques, les corrélations mathématiques. Il n'utilisa pas les mots « intelligence » ou « message ». Il resta sobre, factuel, parlant de motifs mathématiques non aléatoires d'origine géologique profonde. Mais il savait que la conclusion, pour quiconque lirait entre les lignes, serait explosive. Alors qu'il écrivait, il se sentit envahi d'un sentiment d'humilité et d'émerveillement. Il avait passé sa vie à étudier les volcans, ces fenêtres sur l'intérieur de la Terre. Il avait toujours cru que leur langage était celui de la fureur et de la destruction. Mais il avait découvert qu'ils pouvaient aussi être les instruments d'une communication d'une subtilité et d'une beauté incroyables. Il ne savait pas ce que le message signifiait. Était-ce un simple sous-produit d'un processus physique inconnu?
Ou était-ce une véritable tentative de communication? Et si c'était le cas, que disait-elle? Était-ce un avertissement? Une salutation? L'équivalent planétaire du chant d'une baleine? Il ne le saurait probablement jamais de son vivant. Mais il avait ouvert une porte. Il avait été le premier à entendre l'écho des profondeurs. Il termina son article, le relut une dernière fois, et l'envoya à la plus prestigieuse revue scientifique du monde. Il savait que la bataille ne faisait que commencer. La bataille pour être crue, pour que sa découverte soit prise au sérieux. Ce serait une bataille plus difficile encore que celle qu'il avait menée contre le volcan. Mais il était prêt. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre de son observatoire. Il regarda le mont Karimov, maintenant calme et majestueux sous la lumière du soleil. Il n'était plus seulement un volcan. C'était un émetteur. Un messager. Harris sourit. Il avait été salué comme l'homme qui avait sauvé une ville. Mais il savait maintenant que son véritable travail, sa véritable destinée, ne faisait que commencer. Il était devenu le premier ambassadeur de l'humanité auprès de la planète Terre elle-même. Et il avait hâte d'entendre ce qu'elle avait d'autre à lui dire.